Cette vidéo va permettre d'illustrer comment créer un nouveau projet sur KiCad afin d'y effectuer la saisie de schéma, l'assignation des empreintes et la création de la netlist. Elle fait suite à celle illustrant comment gérer les librairies et installer ou upgrader le logiciel. Le support utilisé est une interface placée entre un compteur EDF avec sortie série de téléinformation et une carte Raspberry Pi. Il ne s'agit pas d'une conception, mais d'un exercice de prise en main. Le schéma structurel est donc fourni et il s'agit de le reproduire le plus fidèlement possible. Le résultat attendu est celui-ci. Il faudra faire attention à donner les mêmes références aux composants que sur cet exemple, de façon à ce que le modèle suivi lors du placement des composants en phase de routage soit le bon. Créer un nouveau projet est très simple. Il suffit de créer un dossier dans lequel le logiciel stockera tous les documents se rapportant à ce projet. Juste après la création, nous avons un schéma structurel et un schéma de routage vierge qui portent le nom du projet. Ouvrons le schéma. Nous allons commencer par remplir le cartouche. La molette de la souris permet de zoomer. Par défaut, la feuille est en format A4 paysage. Nous allons renseigner quelques-uns des paramètres. Et actualiser la date de publication. Ce dernier paramètre est important si pour un même projet on fait plusieurs versions. Cela permet de les identifier chronologiquement. Il existe une grille de placement que l'on peut afficher ou pas. Mais contrairement au routage où, comme on le verra, il sera parfois nécessaire de modifier le pas de cette grille, pour la saisie de schéma, je déconseille de le modifier. Car pour un même schéma, si les composants sont positionnés avec des pas de grille différents, on risque fort d'avoir des tracés de liaison électrique qui vont être de travers. Et sur un schéma électronique digne de ce nom, ce n'est pas du meilleur effet. À présent, nous allons pouvoir appeler des composants se trouvant dans les librairies qui, rappelons-le, peuvent être ajoutés, supprimés, classés par le gestionnaire des librairies de symboles. Pour l'exercice, la liste des correspondances entre les composants, leur librairie d'origine et leur désignation figure ici. Après avoir sélectionné l'icône de placement de symbole, il faut cliquer sur le schéma. L'appel du premier composant provoque le chargement en mémoire des librairies de symboles, ce qui peut prendre quelques secondes. Certains composants, comme des connecteurs, résistances, LED, sont utilisés en plusieurs exemplaires. Il est possible dans ce cas de n'appeler qu'un seul composant, puis de le dupliquer et de le paramétrer. La duplication se fait par l'appui sur la touche C du clavier lorsque la souris se trouve au-dessus du composant. Un clic droit permet de savoir quelles sont les actions possibles et de connaître leur raccourci clavier. Pour réaliser une liaison électrique de base entre deux branches de composants, on utilise la fonction placer fil. Pour créer des angles, il faut cliquer une fois à gauche. Pour supprimer une liaison, il suffit de la survoler et d'appuyer sur Sup. S'il y a deux segments de fil raccordés, il faudra préciser celui à effacer.
Pour placer des symboles de type alimentation, il faut aller dans ce menu. À tout moment, on peut sortir d'un mode de saisie par un clic droit, puis Fin outil, par la touche Échappe ou par cette icône. Pour déplacer tout un bloc de composants, c'est très simple avec la souris. Pour déplacer un composant tout en préservant les liaisons électriques, il faut utiliser la commande Drag. Pour revenir sur des actions antérieures ou postérieures, comme sur beaucoup de logiciels, c'est ici. Il est possible de dupliquer tout un bloc structurel. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail. À présent, vous connaissez les outils nécessaires et suffisants pour appeler tous les composants, les relier électriquement entre eux et aboutir à ce résultat. Nous allons effectuer un zoom sélectif sur le schéma et dresser un premier bilan de cette première partie du travail. Peut-être avez-vous eu des difficultés à orienter le connecteur de broche ou le buzzer, comme sur le modèle proposé. Voici comment il faut procéder. Vous avez peut-être constaté que le logiciel vient un instant de me proposer une liste des symboles déjà utilisés. Eh bien, cette liste existe aussi sous forme d'un fichier dans notre projet. Autrement dit, notre projet intègre une copie des symboles utilisés. Ce qui fait que si on modifie l'un des symboles que l'on vient d'utiliser dans sa librairie d'origine, lorsque nous allons rouvrir ultérieurement ce schéma, le logiciel va détecter la différence entre le symbole de notre schéma et celui qui aura été modifié. Et il va donc nous demander lequel nous souhaitons utiliser. D'autre part, lorsque vous avez sélectionné l'optocoupleur dans la librairie Isolator, peut-être avez-vous constaté que les différents modèles de la même famille se différenciaient par leurs caractéristiques électriques et qu'elles étaient affichées dans le sélecteur de symboles. Eh bien, comme mentionné dans la vidéo précédente, ces valeurs sont issues du fichier isolator.dcm qui contient ce type d'informations. Nous allons maintenant rajouter le label RX-RPI. Un label est un nom donné à une liaison électrique. Lorsque deux broches ont le même label, cela veut dire qu'elles sont reliées électriquement et il n'est alors pas nécessaire de placer un fil entre ces deux broches, ce qui permet d'alléger le schéma. Il existe trois types de labels, local, hiérarchique et global. Comme notre schéma tient sur une seule feuille, seul un label local est nécessaire. Il est préférable d'utiliser une copie du premier label pour éviter toute erreur liée à une différence de syntaxe. Nous allons également rajouter des symboles liés à l'alimentation de la carte et qui sont un peu spécifiques à KiCad. Il s'agit de Power Flag. Ces symboles permettent d'indiquer par où l'énergie passe dans notre schéma. Nous allons donc en mettre un au niveau du 3V3 et un autre pour le GND.
Profitons pour préciser que si l'on souhaite avoir quelques éclaircissements sur une fonctionnalité du logiciel, il est possible de consulter la documentation depuis le logiciel ou sur Internet au format PDF ou page HTML. À présent, nous allons ajouter du texte. Celui-ci, contrairement au label, n'a aucune signification électrique, c'est purement informationnel. Il se peut que sur votre ordinateur, l'icône du texte, ainsi que quelques autres qui se trouvent en bas de page, n'apparaissent pas. Dans ce cas, il faut aller dans le menu Préférences, Préférences et modifier l'échelle des icônes. Pour en revenir au texte, voici comment en ajouter. À côté de l'icône du texte, nous avons celle qui permet l'ajout d'images. Ainsi, on pourrait faire figurer une photo de l'interface à côté du schéma structurel. Il y a également une icône proposant des tracés de lignes ou de polygones. Ceci permettrait par exemple de placer des contours correspondant à un diagramme de bloc ou à un découpage fonctionnel. À présent, nous allons compléter les propriétés de chaque composant. Pour cela, nous allons dans Éditer propriétés ou, plus simplement, il suffit d'appuyer sur la touche E. 4 champs existent par défaut. Le premier permet de numéroter la référence. Il existe une procédure que nous verrons ultérieurement qui permet de numéroter automatiquement toutes les références. Mais dans ce type d'exercice, nous souhaitons que tout le monde ait le même résultat. Il va donc falloir, dans le cas présent, les numéroter individuellement. Ensuite, il y a le champ Valeur qu'il faut compléter. Le champ Empreinte sera complété juste après avec un outil spécifique. Le champ Documentation ne sera pas renseigné. On voit que ces champs sont paramétrables au niveau de leur visibilité ou non et de la taille des caractères. Nous allons par contre ajouter un champ qui n'est pas présent actuellement, c'est le champ code commande. Il contiendra le nom du distributeur et le code commande du composant chez celui-ci avec une taille de 0,8 mm. L'intérêt de ce champ est de pouvoir disposer à même le schéma d'une information nous permettant de vérifier très rapidement si le composant est encore disponible ou obsolète, quel est son prix et son conditionnement. Ou bien, lorsque tous les sachets de composants sont livrés, de rapidement les identifier grâce à ce code figurant sur le schéma. À présent, c'est à vous de compléter le schéma pour obtenir ce résultat. Un petit bilan après cette nouvelle saisie. Les différents champs peuvent être individuellement configurés et positionnés. L'éditeur de champs de symboles est bien pratique.
Il nous informe par exemple que le photocoupleur a déjà une empreinte assignée par défaut. Cet éditeur permet aussi, à la condition d'avoir créé un champ sur l'un des symboles, de le voir apparaître pour tous les autres composants et de pouvoir le compléter. Par exemple, nous allons le faire pour ce connecteur. Par contre, il faudra le rendre visible et définir sa taille individuellement. Nous allons pouvoir maintenant effectuer le test des règles électriques. Cela permet de savoir s'il existe dans notre saisie des incompatibilités du type deux sorties en vis-à-vis, deux alimentations différentes reliées ensemble ou un oubli de power flag, etc. Résultat, pas de gros défauts. Le logiciel nous informe simplement qu'il y a un certain nombre de broches non connectées sur J5 et elles apparaissent sur le schéma. Nous allons donc ajouter des marqueurs de non-connexion pour régler le problème. Nous allons maintenant effectuer l'assignation des empreintes. C'est-à-dire qu'en nous appuyant sur ce tableau des correspondances, pour chaque référence, nous allons indiquer au logiciel quelle est la librairie et le nom de l'empreinte à lui assigner. On voit qu'une bonne partie de ces empreintes seront issues des librairies installées par défaut sur KiCad. Seules 2 d'entre elles seront à sélectionner dans notre librairie perso. Précisons que dans cet exercice, chacune de ces empreintes pointe vers un modèle 3D existant, donc dès cette étape, nous aurons la possibilité d'avoir un rendu 3D de chaque empreinte ajoutée. Il existe un module d'annotation des composants, autrement dit de numérotation automatique des références, qui se trouve ici. Mais le module d'assignation des empreintes, qui s'appelle CVPCB, lorsque nous allons le lancer, va commencer par analyser si tous les composants sont numérotés. Et si ce n'est pas le cas, il lancera lui-même ce module d'annotation. Ce qui n'aura pas lieu dans le cas présent, puisque nous avons déjà effectué cette annotation manuellement. Ensuite, il va charger toutes les librairies, ce qui peut prendre quelques secondes. Une fois le logiciel ouvert, nous allons sélectionner le filtrage par librairie. On voit que, comme indiqué précédemment, l'optocoupleur a déjà une empreinte assignée et qu'elle fait partie de la librairie Package Deep. Nous pouvons regarder à quoi elle ressemble. Sur le même principe, nous allons assigner toutes les autres empreintes. L'assignation se fait en double-cliquant sur le nom de l'empreinte. Le logiciel passe alors automatiquement à la référence suivante. À noter que les condensateurs et les résistances existent en version standard et en version End Solder. Ces dernières, prévues pour être soudées à la main, disposent d'une empreinte un peu plus longue. Nous pouvons assigner cette empreinte. Pour cela, il suffit de double-cliquer sur le nom de l'empreinte. Mais comme au lycée, en fait, nous utilisons un four à refusion, nous allons changer l'empreinte pour passer sur la version standard. Il suffit de resélectionner la référence et de double-cliquer sur l'autre empreinte pour en changer. À noter également que la dénomination des empreintes contient la double notation des dimensions du composant, exprimée en pouces et en millimètres, comme sur le site des fabricants et des distributeurs. À vous de poursuivre et de terminer l'assignation afin d'obtenir ce résultat.
Ne pas oublier de sauvegarder l'assignation avant de quitter CVPCB. Il ne reste plus qu'à réaliser la netlist. La netlist est un fichier texte qui contient la liste de tous les écuis potentiels, c'est-à-dire la liste de toutes les liaisons électriques du schéma. Ce fichier est indispensable pour réaliser le routage. Sa génération est très simple. Nous allons tout de même y jeter un petit coup d'œil pour vérifier un exemple très précis puisque nous avons défini le label RxRPI. Nous pouvons le retrouver assez facilement et vérifier qu'il est bien en lien avec la broche 4 de U1, le connecteur J6, l'une des broches de R2 et la broche 10 de J5. Si l'on veut sortir le schéma en version papier ou PDF, il faut passer par le menu Imprimer. Si on souhaite générer la liste des composants aussi appelés Bill of Material ou BOM, il faut passer par ce menu et lancer un plugin parmi ceux proposés. Celui-ci établit la liste en se basant sur des composants ayant des valeurs communes. Le fichier généré sera au format CSV. Voici ce que cela donne une fois ouvert avec un tableur. Certaines colonnes ne présentent pas grand intérêt, nous allons donc faire quelques aménagements pour obtenir un résultat qui nous convienne. La phase de travail allant de la saisie de schéma à la génération de la netlist est terminée. Nous allons pouvoir passer au routage.